Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 19h50, c'est l'heure du journal et voici les titres. À la une ce soir, Parfait Voum dans un état de santé précaire. L'homme politique n'a pas déféré une nouvelle fois à la convocation devant le groupement territorial de gendarmerie du Mfundi. Son conseil a déposé son incapacité de 9 jours, constatée par un médecin comme preuve de son absence. Consulter la liste électorale nationale est un parcours d'obstacles. La plateforme numérique mise à disposition par Elections Cameroun multiplie des bugs. Suspendus depuis quelques heures, des acteurs politiques y voient des manipulations frauduleuses. Le 19h50 questionne la responsabilité d'Elections Cameroun dans ces dysfonctionnements. Le Cameroun s'apprête à célébrer les 40 ans de la télévision. Miroir de notre société, elle a connu des mutations significatives. À suivre les premières images de la semaine d'activité au siège de la télévision publique pour magnifier ce long chemin parcouru. Difficile de parcourir la cité capitale sans rencontrer des tas d'immondices. Yaoundé s'apparente à une poubelle géante. Les bacs débordent, les automobilistes cohabitent la chaussée avec les ordures. La crise perdure sans aucune explication. Pourquoi perdure-t-elle? Qui sont les responsables? On le saura dans cette édition. Voilà pour les titres. Ouvrons ce journal par cette fin heureuse pour une famille privée de son enfant depuis quelques jours à Bafoussam. L'enfant d'1 an et 8 mois a été enlevé par un jeune homme de 20 ans qui réclamait la somme d'1 million de francs CFA. Au bout de 48 heures de recherche active, l'enfant est retrouvé vivant dans une case. Le film de cet événement avec Walter Bertrand et Dimitri Kuatel. Un nourrisson âgé d'1 an et 8 mois a été kidnappé à Bafoussam le 10 mars dernier. Son présumé ravisseur, un jeune voisin 20 ans, réclamait 1 million de francs CFA aux parents avant sa libération. La trace du bébé a été retrouvée 48 heures plus tard grâce à un heureux hasard dans une vieille case par des cultivateurs. Un autre pesquineur qui est parti accompagner son client au champ, en rentrant, il a aussi compris les mêmes cris. Il est parti, il a contourné la maison, il a crié, peut-être pour savoir s'il y avait quelqu'un au champ. Personne n'est sorti. Lui, maintenant, il a démarré sa moto, il est arrivé où je vends. Il a alerté. Un besquineur aussi s'est levé, il est venu avec sa moto. C'est de là maintenant qu'il arrive, il ouvre la fenêtre, il voit l'enfant dedans, il ouvre la porte centrale, ce n'était pas fermé. C'est où il a cassé la chambre pour pouvoir retirer l'enfant. Une panique s'était emparée de la famille, sémant une psychose au sein de la communauté. Le jour de la commission des faits, il s'était rendu dans la localité de Famlin, chez sa belle-sœur, et ayant constaté que l'enfant était sans surveillance, il a appâté l'enfant avec les biscuits de marque Parléger, puis l'a transporté dans la localité de Tungu, où nous sommes actuellement à plus de 15 km de la famille, dans un champ, vous voyez actuellement, et il a mis l'enfant dans une maison inhabitée et l'a abandonné avec 2 beignets et un pot de yaourt. La recherche effrénée de l'argent plonge les jeunes dans des activités illicites. Le kidnapping est devenu un nouveau phénomène qui a pignon sur rue à l'ouest du Cameroun. Je vais l'annoncer en titre, Parfait Voum n'a pas pu une fois de plus se déférer à sa convocation ce jour à cause d'une incapacité de 9 jours constatée par son médecin. Son conseil s'est rendu au groupement territorial de la gendarmerie du Mfundi afin de fournir la preuve de l'absence de son client. On voit cela avec Joël John 3 et Raoul Ngofo. Cette lettre, adressée au commandant du groupement territorial de gendarmerie du Mfundi, porte les espoirs du report de la convocation de Parfait Voum dans 9 jours, dans l'incapacité de se présenter ce 17 mars à cause des problèmes de santé après l'audition fleuve de jeudi dernier et le rendez-vous manqué du vendredi 14. L'intéressé s'est fait assister par son avocate ce lundi. Je suis allé aujourd'hui pour rencontrer le colonel avec son dossier médical. Il a
un certificat médical qui a été délivré qui lui donnait la possibilité de se reposer pendant 9 jours. J'ai apprêté une lettre pour demander le report et la lettre a été déposée et voilà la décharge de la lettre. Parfum Voum est invité à s'expliquer devant les forces de maintien de l'ordre en conséquence à des propos concernant le rôle de la BAS dans les attaques de Bruxelles en début de ce mois sur un plateau télévisé. Parmi les chefs d'accusation pesant contre le prévenu, apologie du terrorisme, exagérée selon son avocate. Cette infraction, ça ne correspond même pas. Il n'y a aucun élément constitué de cette infraction. Ils le savent très bien. Dans le cadre de cette affaire, Maître Dorcas Nkongme n'entrevoit qu'une seule issue. L'idéal, c'est vraiment de le laisser en paix. Parce que les autres panélistes sont tranquilles. Jointe au téléphone, Parfum Voum a dit sa volonté à se présenter au groupement territorial de gendarmerie du Mfundi à condition d'être apte physiquement. Parlons à présent de la période de Ramadan. En cette période, les coupures d'énergie électrique sont un problème pour la communauté musulmane. Leurs activités tournent au ralenti et de l'entame à la rupture du jeûne. Ils subissent les affres de ce phénomène. Reportage, Titi Freeman et Henri Tina. Des ménages à la mosquée, en passant par les ateliers de couture et autres activités, les délestages fréquents dans la ville de Douala sont un calvaire pour les fidèles musulmans. Pour le coupure de la lumière, vraiment ça infecte. Et les femmes doivent se lever à 3 heures pour faire la préparation, comment manger à 4 heures pour prendre le jeûne. Quand il n'y a pas la lumière, ça infecte beaucoup. Présentement, là où je parle, là, je n'ai pas la lumière. J'ai fait la couture, j'ai plein la tenue des gens comme ça là. Hier, avant-hier, il n'y avait toujours pas la lumière. Même ce matin, on vient de couper. C'est pour ça que même préféré de venir dans le marché. Et on n'a pas la lumière, ça nous embête tout le monde. Je ne sais pas comment mes clientes vont me faire dans le jour de la fête, quoi. Avec la température ambiante en cette saison sèche, tout rassemblement aux heures de prière se transforme en un exercice de résistance à la chaleur, sans énergie électrique. Comme dans le vendredi, ça c'est un mois de soleil. C'est un mois de mars, il fait vraiment très chaud. Quand on prie dans la mosquée, on coupe la lumière, vraiment avant que la prière finisse, tout le monde était mal à l'aise. C'est assez pénible, surtout lors de la rupture, avec la chaleur et surtout pour des personnes qui sont en altitude. Il n'y a pas d'énergie, il y a rupture d'eau également et c'est vraiment très pénible. Face à la situation, ils ne souhaitent qu'une seule chose, la stabilité de la fourniture en énergie électrique. Je souhaite vraiment que le gouvernement voit la situation de la lumière. Il nous arrange la lumière, qu'on n'aura pas le problème de coupure de la lumière, surtout dans le mois-ci. Ce que je souhaite, c'est que le gouvernement voit ce qu'il peut nous faire pour que ça la change un jour. Et vraiment, on supplie le gouvernement de faire peut-être, de mettre l'œil à ça pour qu'on puisse avoir la lumière sans avoir de coupure. Des souhaits d'un retour à la normale pour la communauté musulmane et l'ensemble des Camerounais victimes des coupures intempestives d'électricité. Après que des alertes faisaient déjà état de nombreux bugs, la plateforme mise à disposition par les Chats Cameroun pour vérifier leurs inscriptions en ligne semble suspendue depuis 24 heures, donnant lieu à de nombreuses sorties d'acteurs politiques qui assimilent cela à des manipulations frauduleuses. Comment comprendre la polémique autour de ce bug informatique? Décryptage avec un journaliste politique et expert en processus électoral, Janice Kamga, Jean-Bernard Tani. Si de nombreux Camerounais avaient déjà rencontré des bugs en suivant ce lien, c'est une émission télé qui vient relancer le débat sur ce que certains acteurs politiques qualifient de manipulation frauduleuse de la part de l'organe en charge des élections au Cameroun. Comment un électeur peut se retrouver 2 fois dans 2 listes différentes? Quelques heures après ces déclarations, le lien est révoqué, la plateforme inaccessible, ouvrant le champ à de nouvelles accusations de l'opposition.
À travers des posts, un lien de causalité est trouvé entre la sortie médiatique et la difficulté à vérifier son inscription en ligne. Loin s'en faut, selon Jean-Marie Anaba, le journaliste qui travaille sur le processus électoral et suit particulièrement Elekam, parle de galop d'essai. On est en train de faire des tests. Il faut mettre ça en ligne pour que les Camerounais essayent. Et du coup, ils se disent il faut améliorer, ce n'est pas encore ça. C'est ce qui a été fait. Ça a été suspendu pour l'instant parce que les Camtel et Antique sont en train de travailler. Au-delà des objectifs de performance, se pose de sources bien introduites le problème de la sécurisation des données numériques. Ces tests-là se poursuivent en attendant la sécurisation des données pour qu'elles soient conformes à la loi qui porte sur les données à caractère personnel. Quant à la polémique liée à la publication ou non de la liste électorale nationale, le journaliste politique pense qu'il est important d'élaguer tout amalgame. C'est un autre débat qui renvoie, donc, et c'est là où je donne raison aux acteurs politiques, simplement à la réforme du code électoral. Il faut modifier le code électoral. Ça va venir lever le vide juridique qu'il y a à l'article 80. Parce que l'article 80 ne dit pas au directeur général comment il fait pour publier la liste électorale nationale, qui n'est pas à confondre avec justement la somme des listes dans les antennes communales. Parce que ce que les acteurs politiques demandent, c'est d'avoir le fichier. Or, la même loi électorale vous dit que le fichier électoral est tenu par le directeur général. En attendant le lancement officiel de la plateforme numérique, l'expert recommande le recours aux voies d'apaisement, notamment le dialogue via des concertations permanentes entre Elections Cameroun et les autres acteurs. Le sommeil représente plus d'un tiers de notre vie. Il est déterminant, vous le savez, pour la croissance, la maturation cérébrale, le développement et la préservation de notre capacité cognitive. Cependant, dans les rues de Douala, le nombre d'heures recommandées selon les spécialistes de la santé n'est toujours pas respecté chez les adolescents et les adultes, une situation qui a de nombreuses conséquences sur l'organisme. Voyons cela dans ce reportage de Cyril Kwakam et Thierry Nana. Le sommeil, un indispensable pour l'organisme. Mais certains adultes dans les rues de Douala lui accordent un temps en dessous de la normale, compris entre 7 et 9 heures par jour. Moi, je suis à 4 heures, je me couche à 22 heures, parfois à 23 heures, mais avant 3h30, je suis debout. Très honnêtement, c'est à peine 3 heures de temps que je peux dormir par jour. Ça, je le fais depuis une vingtaine d'années. Même chez les adolescents, le sommeil semble ne pas avoir une place de choix. Je ne dors pas suffisamment, c'est normal parce que dans une classe d'examen, le temps d'apprendre et tout, ça ne permet pas de dormir suffisamment et tout. Je me couche à minuit et je me réveille à 2 heures. Mes motivations, c'est réussir à l'école. L'excellence scolaire à tout prix pour les élèves, dormir moins et gagner plus d'argent pour plus d'un parent. Outre ces motivations, le médecin spécialiste des pathologies du sommeil pense que la réduction du temps de sommeil et l'altération de sa qualité peuvent avoir des conséquences sur la santé. Le malade peut commencer à être oublié, c'est-à-dire il oublie facilement là où il a mis l'argent, là où il a mis les clés, etc. Il peut commencer à manquer de concentration. Il n'arrive pas à garder son esprit sur un document, même quand il est dans une réunion, il n'arrive pas à suivre. Ok, s'il est un homme pieux, quand il commence une prière, il se perd dans sa prière, vous comprenez. Il peut devenir aussi irritable, voilà l'impact sur l'humeur. Pour se mettre à l'abri, le médecin spécialiste recommande donner de la valeur au sommeil. Ok, un enfant, il faut s'assurer qu'il dort suffisamment et que en durée et en qualité son sommeil est bon. Quand vous vous levez la nuit pour aller aux toilettes, il ne faut pas allumer, parce que si vous allumez, vous éloignez le sommeil. Vous comprenez? Et il faut éviter le soir de prendre des stimulants, un peu comme le café, le thé, la cola, le chocolat, le Coca-Cola. Des conseils à ne pas négliger car ils pourraient dans une certaine mesure prolonger votre espérance de vie. Je vous l'annonce également en titre, Yaoundé continue d'observer des tas d'immondices qui avancent et menace de diviser la chaussée en deux dans plusieurs grands carrefours.
malgré les prescriptions du Premier ministre au cours d'une concertation avec les différents acteurs concernés il y a quelques jours. La capitale camerounaise croule toujours sous le poids des déchets ménagers. Pourquoi la crise perdure? Tentative de réponse avec Daniel Anissé-Boudjé et Constant Kamga. La situation va de mal en pire à Yaoundé. Des décharges qui avancent à chaque coin de rue, des bacs à ordures qui débordent presque à tous les carrefours. C'est le cas de le dire, la capitale camerounaise est sale, et ce depuis des mois. Mais pourquoi les déchets résistent-ils autant? Les entreprises qui sont chargées d'enlever et de transporter les déchets vers les décharges publiques ne font pas ce travail. Bon, je ne veux pas savoir pourquoi. Je ne travaille pas à Isakam, je ne travaille pas à Tchiklof. Je ne suis pas maire de la ville, donc je ne peux pas donner une raison, mais voilà, c'est à ce niveau qu'il y a un problème, qu'il y a un souci. À la mairie de la ville, le problème à l'origine du mal est bien connu. La non-existence du contrat pour des principaux opérateurs de collecte des déchets. Isakam, qui est le principal opérateur, dispose désormais d'un contrat. Mais le contrat dont dispose Isakam ne couvre pas toute la ville. Parce que dans la nouvelle donne, gestion des ordures ménagères, la ville de Yaoundé a été divisée en 4 secteurs correspondant à 4 lots. Isakam a été attributaire de 3 des 4 lots. Donc, le 4e lot a été déclaré infructueux. Ce 4e lot couvre les communes d'arrondissement de Yaoundé 3 et de Yaoundé 6. Yaoundé 6e est l'un des arrondissements où la situation atteint justement le seuil critique. La municipalité fait face à un autre problème qui freine son action, l'absence ou alors l'insuffisance des sites de transbordement. Nous déposions les ordures derrière la SCDP ensemble, c'était le site de transbordement, comme pensait qu'il pouvait nous servir, mais sauf que 2-3 jours après, nous avons reçu l'interdiction de ne plus déposer les ordures là-bas. Donc il faut partir de Yaoundé 6 pour Nkolfoulou. Tout ceci pose le problème de la répartition des rôles. Qui doit faire quoi pour la propreté à Yaoundé? Et qui est responsable de l'entretien de la ville dans les communes de l'arrondissement de Yaoundé 6e et 2e. Les responsabilités sont bien établies dans la gestion des déchets. Par ailleurs, les initiatives locales sont déployées, mais les moyens financiers font toujours défaut. Karel Mezachachouya et Constant Kamga. Le problème d'assainissement de Yaoundé est criant. Mais dans ce véritable bac à ordures, chacun a sa part de responsabilité pour débarrasser la cité capitale de ses déchets. Les communes d'arrondissement assurent la précollecte et le transport des ordures vers les points de collecte, tandis que la mairie de la ville prend le relais pour assurer la collecte finale. Ça veut dire que nous sommes auprès des ménages, nous pouvons précollecter et ramener donc ces ordures vers les points de collecte. Les points de collecte donc, qui sont à la charge de la communauté urbaine. Donc, la communauté urbaine a d'autres acteurs, d'autres partenaires qui interviennent dans le processus, qui sont les entreprises. Ces acteurs ne s'arrêtent pas là. Ils vont au-delà de leurs compétences et déploient des initiatives locales qui ambitionnent redonner la propreté à la ville. C'est le cas notamment dans les communes d'arrondissement de Yaoundé 6e et 2e, où des actions sont menées pour assainir les quartiers et les rues. Nous avons recruté des jeunes, une main-d'œuvre à peu près de 500 jeunes qui se chargent des questions de précollecte, de ramassage, de balayage, de curage. Il y a une action que nous menons en ce moment. Et vous verrez dans les différents carrefours des jeunes qui sont en charge du bleu, vert, fluorescent. Bon, c'est notre action, c'est notre apport pour réduire l'insalubrité dans la ville. Les résultats escomptés ne sont pas toujours au rendez-vous. Le maillon faible de cette chaîne d'action pour un Yaoundé propre réside dans le financement. C'est une question extrêmement difficile, mais nous sommes décidés à aller en guerre contre cet immondice. L'assainissement de Yaoundé, un combat quotidien qui nécessite la mobilisation de tous. Et cette crise environnementale met en péril la santé publique. Elle interroge surtout l'efficacité de la politique de gestion des ordures dans la ville. Pour mieux cerner l'ampleur du problème et envisager des solutions durables, nous avons rencontré une spécialiste de l'environnement et l'est engagée en première ligne dans la lutte contre les déchets. Claude Audrimbala et Constant Kamga.
Trottoirs envahis, carrefours asphyxiés, quartiers transformés en dépotoirs, la capitale suffoque sous le poids des ordures. Les habitants impuissants voient leur quotidien empoisonné par ces déchets qui s'amoncellent jour après jour. Une situation alarmante qui met en péril la santé publique et l'environnement. Il devient urgent d'agir. La réutilisation, qui est, n'est-ce pas, un moyen efficace de réduire la quantité des déchets, ne fait malheureusement pas partie du geste quotidien des Camerounais. Il est question aujourd'hui, par exemple, d'envisager pour l'achat de certains biens alimentaires, n'est-ce pas, les sacs en tissu, les sacs en tissu plutôt que ces matières plastiques qu'on utilise une fois et qu'on rejette dans l'atmosphère. Ordures ménagères, plastiques, détritus en tout genre, la saleté prolifère, défigurant la ville et ternissant son image. Pourtant, au cœur de ce chaos, une opportunité se dessine, celle de l'entrepreneuriat vert, un levier puissant pour les jeunes désireux d'apporter des solutions durables. On a plusieurs, n'est-ce pas, jeunes qui, dans le couloir de l'entrepreneuriat vert précisément, pourrait, n'est-ce pas, transformer ces déchets en énergie, parce que de l'autre côté, on a un déficit énergétique criard, et dans ces poubelles, on a une biomasse importante qui pourrait être reconvertie en énergie et donc donner la possibilité à nos rues d'être dégagées, mais au secteur énergétique d'être renforcé. Selon notre interlocutrice, la première riposte repose sur un principe simple mais fondamental, les 3 R. Réduction, recyclage et réutilisation. À côté du recyclage qu'on a précédemment cité, il est évidemment question de réduire la quantité de déchets en optant pour des solutions plus durables en ce qui concerne par exemple les emballages plastiques auxquels on est de plus en plus habitué aujourd'hui. Des mesures accessibles, efficaces et pourtant trop peu appliquées. Pourtant, elles pourraient être la clé pour mettre un terme à ce fléau des rues poubelles à Yaoundé. Dans l'actualité également, le 20 mars 2025, la télévision aura 40 ans au Cameroun. Depuis 4 décennies, elle est bien plus qu'un simple écran allumé dans nos foyers. Elle est la gardienne de notre mémoire collective, des premiers balbutiements en noir et blanc aux prouesses technologiques d'aujourd'hui. Elle a su traverser le temps, informer, divertir et rassembler. Aujourd'hui, au siège de la télévision publique à Yaoundé, la CRTV a lancé une semaine d'activité pour célébrer ce long parcours fait de passion, de défis et d'innovation. Je vous propose cet extrait du directeur général, Charles Ndongo, sélectionné par Arnaud Gueffat. Ce 17 mars 2025 marque le top départ d'une série d'activités étalées sur toute une semaine. Une semaine vouée au souvenir de ce 20 mars 1985 où tout le pays semblait figé, les yeux rivés sur Bamenda, chef-lieu de ce qui s'appelait encore la province du Nord-Ouest, qui s'apprêtait à abriter le congrès de l'Union nationale camerounaise UNC. Le temps de l'audace et du changement de paradigme, le temps de l'éclosion d'une nouvelle ère pour l'audiovisuel public, Bamenda accouchera finalement du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, d'un New Deal, le renouveau national incarné par le président Kabila, et d'une télévision nationale en couleur. 40 ans ont passé. Nous sommes passés d'une diffusion rationnée le vendredi, samedi, dimanche, de 18h à minuit, à une diffusion H24. Nous sommes passés d'une petite unité à une entité multichaîne. Nous sommes passés du monopole public à une pluralité d'offres. Et 40 ans d'image, c'est aussi 40 ans d'innovation technique, de défis relevés et de transformations majeures. Derrière chaque programme, il y a une chaîne dans l'ombre qui a façonné notre rapport à l'image. Le temps de cette journée portes ouvertes, la CRTV nous offre une remontée dans le temps des premières diffusions en noir et blanc aux prouesses numériques d'aujourd'hui. Reportage Arnaud Gueffat et Serge Alain Zebo. Nous avons l'occasion de l'avoir d'aussi près. Le passé reprend vie dans l'audace feutrée de cet espace d'exposition aménagé à l'esplanade de la Tour de Mbala 2. Et ici, un vieux magnétoscope témoin d'une époque révolue. Là, une caméra ancienne, lourde et fière d'avoir traqué l'instant, fixant sur bande magnétique les prémices d'une télévision naissante au Cameroun.
Les visiteurs avancent fascinés. Chaque objet est une relique. Chaque pièce raconte une révolution. En 1985, nous avions les caméras analogiques à tube. Vers les années 2000, nous rentrons dans les caméras à capteur, c'est-à-dire à CCD. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans les caméras à capteur CMOS. Les premiers régisseurs ont manié ces consoles au curseur capricieux, sculptant l'image avec la précision d'un orfèvre. Les micros d'antan, eux, ont saisi les voix des pionniers, porté les éclats de rire, les frissons du direct, les silences, parfois chargés d'émotions. Mais il fallait toujours plus de temps à l'œuvre technique. Pour s'installer avant pour une émission, on prenait même 2 ou 3 jours. Le temps a joué son rôle, façonnant l'outil, facilitant le travail, inscrivant le matériel dans la modernité. Aujourd'hui, caméra numérique, écran tactile, régie virtuelle, la technologie a bondi, explorant jusqu'aux plateformes numériques. Nous avons la possibilité non seulement de collecter sur le terrain, mais d'habiller sur place parce qu'on a des outils de montage, de calibrer et aussi de diffuser immédiatement sur nos plateformes. Mais l'âme reste, car derrière chaque machine, il y a un regard, une passion, une histoire, une génération passée qui inspire la nouvelle. Ils sont assis sur les fondations que nous on a faites. Ils ont intérêt à tenir. Après ces 40 ans, que ceux qui prennent le relais également puissent continuer sur la même lancée. 40 ans d'histoire écrite en images et dont les pages continuent de tourner. Tournons la page de la culture à présent pour rapprocher le livre du public. C'est la vision des promoteurs de la foire du livre de Bonamoussadi. Depuis hier, les habitants de l'arrondissement de Douala 5e et environ peuvent s'offrir un livre à partir de 500 francs CFA. Mais malgré cela, la foire peine à attirer du monde. On voit cela avec Junior Rossa et Marius Rosso. Avec seulement 500 francs CFA, on peut s'offrir un ouvrage ici à la foire du livre au marché Bonamoussadi à Douala. C'est d'ailleurs bien parce que c'est à côté d'un lycée. Ça nous permet de venir souvent chercher quelques œuvres. Je profite de ce genre d'occasion pour essayer de charger ma petite bibliothèque personnelle à la maison. Déjà une semaine que ce marché du livre à Villeprix est ouvert. On y retrouve plusieurs ouvrages dans des domaines variés. Vous avez ici les ouvrages de tout type, en passant par les livres pour enfants, les livres de droit, de médecine, les dictionnaires, les livres de mécanique, en fait les livres technologiques, la gestion, la comptabilité, la fiscalité, les finances. Nous avons les livres de tout type. Malgré son emplacement stratégique, la foire du jour compte à bout des doigts ses visiteurs. Je pense que c'est juste qu'au fur et à mesure que le temps passe, il y a une certaine dégradation dans l'instruction de la jeunesse camerounaise. Je me dis que c'est ça qui est la cause. Tout à côté d'un marché, un très grand marché comme le marché de Bonamoussadi, les gens ne viennent pas profiter pour se procurer des livres, pour lire, pour s'enrichir. La foire du livre de Bonamoussadi est ouverte jusqu'au 10 avril prochain. Parlons de sport à présent. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2025 de football. Les Lions indomptables regagnent progressivement la tanière en vue de la préparation de la double confrontation contre l'Eswatini et la Libye. Le Hilton Hotel de Yaoundé affiche au compteur ce soir une quinzaine de joueurs présents, parmi lesquels les deux nouveaux, Dani Namasso et Nathan Goumou. Le dernier contingent est attendu tout à l'heure à 21h30. Le groupe s'envole demain soir pour l'Afrique du Sud, où ils affrontent mercredi l'Eswatini dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires. À l'étranger, le torchon brûle entre le Rwanda et la Belgique. Le pays de Paul Kagame vient de mettre un terme à ses relations diplomatiques avec Bruxelles. Aux États-Unis, Donald Trump met le verrou sur les entrées dans ce pays. Un projet d'interdiction ou de limitation est en cours. Et au Kenya, l'élevage des grillons, astuce pour lutter contre la sécheresse. L'île Piediou, Calvin-Teka, Mescalbande. Le divorce est prononcé entre le Rwanda et la Belgique. Le Rwanda vient de donner 48 heures à tous les diplomates belges pour quitter le pays.
Kigali justifie cette rupture des relations diplomatiques avec effet immédiat à cause des tentatives pitoyables de Bruxelles de maintenir ses illusions néocoloniales. Le pays de Paul Kagame accuse son désormais ex-partenaire d'avoir pris parti pour Kinshasa bien avant et pendant le conflit en cours en RDC. Pour contre-attaquer, la Belgique a déclaré les diplomates rwandais persona non grata. L'Union européenne a adopté des sanctions contre les personnalités congolaises et rwandaises en raison du soutien de Kigali au groupe rebelle du M23 à l'est de la RDC. Un projet d'interdiction ou de limitation d'entrée aux États-Unis pour les citoyens de 43 pays est en cours. Le gouvernement de Donald Trump prévoit des restrictions de voyage plus strictes. Le Soudan, la Somalie et la Libye figurent sur la liste rouge. Interdiction totale. Liste orange pour le Soudan du Sud, l'Érythrée, la Sierra Leone, avec limitation de visa aux voyageurs d'affaires les plus fortunés. Liste jaune met en sursis 22 pays, dont le Mali, le Burkina Faso et la RDC. Ils ont été sommés d'améliorer leur coopération sécuritaire sous peine de sanctions migratoires. L'élevage des grillons pour lutter contre le changement climatique au Kenya. Nous pensions que les grillons étaient néfastes. Par habitude, nous étions persuadés que si les grillons venaient chez nous, ils tueraient notre bétail. Chaque fois que nous en apercevions un près de chez nous, il fallait le tuer. Mais plus tard, nous avons appris que cet insecte avait de la valeur. Et notre famille sait désormais que le grillon n'est pas dangereux. Les grillons sont une source alimentaire très nutritive, riche en protéines et peuvent aussi servir pour aliments aux animaux. Face aux effets néfastes du changement climatique, notamment les sécheresses prolongées, les grillons se positionnent comme une solution durable, malgré quelques résistances des personnes qui hésitent à consommer les insectes en ignorant les bienfaits environnementaux et nutritionnels des grillons. Et dans le plus du journal, 10 ans que Eneo est présent au Cameroun pour que la lumière soit dans les ménages, même ceux des localités les plus reculées. Le directeur général était récemment face à la presse à Yaoundé pour faire le bilan des investissements de l'entreprise dans le pays en 10 ans. Et on repart de la journée internationale des droits des femmes. Les Amazones de Real Logistics ont célébré en beauté la 40e édition. Causeries éducatives, activités sportives ont meublé leurs activités. Regardez. Entre 2014 et 2024, le montant des investissements d'Eneo au Cameroun est évalué à 400 milliards de francs CFA, dont la moitié engagée sur le réseau de distribution afin de l'étendre et de le moderniser. Le tout malgré un contexte financier difficile marqué par une crise de trésorerie. Face à la presse, le 7 mars 2025 à Yaoundé, le directeur général de l'entreprise se réjouit des principales retombées de cette politique d'investissement qui, en 10 ans, a eu un impact significatif sur la vie des ménages. Le taux d'électrification est passé de 56% en 2014 à 75% en 2024. Nous attendons les derniers chiffres publiés par la Banque mondiale. C'est une évolution significative. Depuis 2014, 1,2 million de clients, que ce soit des foyers ou que ce soit des entreprises, qui ont été raccordés par Eneo, qui représente un taux de raccordement qui est supérieur aux objectifs régulatoires auxquels Eneo est soumise. Acteur majeur du secteur de l'électricité au Cameroun et agissant principalement dans les segments production, distribution et commerce, Eneo revendique une capacité de production de 1011 MW, soit 58% des près de 1800 MW de capacité installée dans le pays. Le réseau moyenne tension que gère Eneo, c'est à peu près 19 000 km. C'est plus de 19 000 km de réseau moyenne tension et c'est plus de 18 000 km de réseau basse tension. Nous gérons au niveau de l'ensemble du territoire national 15 000 transformateurs. Et tous les jours, les hommes et les femmes d'Eneo sont sur le réseau pour gérer ces infrastructures. Ces investissements d'Eneo se concentrent en majorité sur la sécurisation et la modernisation des grands ouvrages hydroélectriques. La production de l'électricité au Cameroun, c'est 70% d'hydroélectricité
c'est à peu près 20% de combustibles fossiles liquides, fuel, c'est 15% de gaz et 5% de solaire que nous avons déployé il y a maintenant 2 ans dans le Nord, qui est une référence. Certains d'entre vous d'ailleurs ont visité ces installations, qui reste et qui demeure une référence au Cameroun, mais également dans la région, puisqu'il n'y a pas d'équivalent. Et nous avons pour projet de doubler cette capacité, qui est de 30 MW actuellement, sur les villes de Maroua et de Guidère. De doubler cette capacité, il y a un projet qui est en cours et j'espère que nous pourrons voir les premiers effets de ce nouveau parc solaire d'ici la fin de l'année 2025. Pour améliorer son offre de services à l'avenir, l'entreprise à capitaux publics minoritaires mise sur le plan de redressement du secteur de l'électricité, conduit par tous les acteurs du secteur, sous la coordination du ministère de l'Eau et de l'Énergie. De la danse sportive et des exercices physiques pour le personnel féminin de Real Logistics Salle. La 40e édition de la Journée internationale des droits de la femme au sein de cette entreprise spécialisée dans le transit et la logistique, une autre belle occasion pour ces Amazones de se surpasser. Je remercie la direction d'avoir pensé à nous amener faire des activités sportives de la sorte parce que tellement la femme s'oublie entre le travail. Et ça m'a permis un peu de remettre à niveau ma physiologie. Donc je me sens bien. Un esprit sain dans un corps sain. Il a surtout été question, durant les festivités liées à la Journée internationale des droits de femmes, de doter le personnel féminin de Real Logistics Salle de plus d'outils sur la connaissance d'elles-mêmes, les capacités sur leurs différentes atouts. Le fil conducteur de la table ronde organisée à cet effet a été le thème choisi par les autorités gouvernementales, à savoir pour toutes les femmes et filles, droits, égalité et autonomisation. Lorsque j'entendais d'autonomie dans le thème, j'étais un peu égarée, mais elle a réussi à recadrer la chose et j'ai compris que la femme dans son autonomie doit être celle-là qui doit impacter positivement la société dans laquelle elle évolue et son cadre familial. Vu les réseaux sociaux que je vois de part et d'autre et comment les femmes réagissent par rapport au thème, j'ai compris que c'était important que les femmes en discutent afin qu'on lève des équivoques par rapport à ce que ça veut dire. Et je vois que ça nous a beaucoup aidé. Mais le fait de débattre ensemble nous a permis de comprendre que l'autonomisation dans le sens où je dois apporter un plus dans la société, quelle que soit ta casquette, pas seulement en tant que chef d'entreprise. Une semaine riche en émotions, partage et communion. Il s'est agi pour le top management de Real Logistics Salle d'encourager ses Amazones. C'est autour d'un repas convivial que ces Amazones ont clôturé leur programme d'activité. Et c'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition. Merci de votre fidélité à Canadian International. Je vous reviens demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.